Vous regardez 64 minutes, merci d'être fidèle à TV5 Monde. Place au débat de cette émission. A-t-on encore besoin d'explorateurs, d'exploratrices au XXIe siècle? Est-ce qu'il reste encore des terres inexplorées d'ailleurs? Je reçois deux héritiers de Christophe Colomb, carrément, Jacques Cartier et bien d'autres. Bonsoir Nouria Newman, merci d'être avec nous. Merci. Alors vous êtes une kayakiste de l'extrême, on va voir ce que vous faites, c'est juste très impressionnant. Et vous avez décroché pour la 4e fois le titre de Female Paddler of the Year, avec l'accent, mon délicieux accent anglais. Expliquez-nous un peu, ça représente quoi? Ça veut dire que vous êtes la meilleure kayakiste ou même encore mieux? Et du coup, à chaque année, en fait, les performances hors compétition, elles sont mises en valeur par ce trophée-là. Et donc, en fait, c'est pour un peu récompenser l'athlète qui n'a pas forcément le mieux performé en compétition, mais qui a eu des belles lignes sur des chutes ou des descentes en expédition, voilà. Des choses comme ça. Comme celle qu'on est en train de voir, une très, très belle descente, impressionnante. Alors, vous êtes aussi exploratrice à votre manière et on va en discuter avec vous et avec Stéphane Dugas. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le secrétaire général de la Société des explorateurs français qui existe depuis 1937. Tout à fait. Voilà, vous ne faites pas votre âge. Vous êtes aussi auteur, reporter et vous allez aussi nous dire voilà, pourquoi il faut être explorateur, exploratrice. D'ailleurs, comment vous vous êtes dit, vous, que vous alliez devenir un explorateur? C'était évident? Non, je me suis rien dit du tout. Moi, j'ai trop lu les livres que m'a donné ma maman, Les Voyages extraordinaires de Jules Verne. Et je me suis dit, tiens, Phileas Fogg. Et je me suis rêvé à devenir Phileas Fogg, à voyager. Puis on commence en voyageant à vouloir voir des tropiques, à vouloir voir la glace, à vouloir voir plein de choses. Et puis au bout d'un moment, on se dit, mais pourquoi on voyage? Pourquoi on explore? Et puis tout ça prend de la hauteur, prend du relief et prend de l'étoffe. Nouria, cette dimension d'exploratrice, vous l'assumez, vous la revendiquez? Alors non, je l'assume pas du tout, la descendance de Christophe Colomb, non. On a des bateaux, mais bien plus petits. Non, moi, je suis avant tout kayakiste. Et je pense que la seule dimension d'exploration vraiment qui m'affecte dans mon métier et dans ma passion, c'est d'aller découvrir des nouvelles rivières. Et du coup, ça m'emmène à découvrir d'autres endroits, à apprendre beaucoup de choses. Mais je ne sais pas si j'ai la prétention d'explorer, en tout cas dans... Ah, ça correspond quand même un petit peu quand même dans la démarche. Parce que voilà, vous explorez, votre choix, c'est avec les rivières. Et vous êtes allé en Colombie, Madagascar, Chine, Mexique, et bientôt vous allez en Inde. Oui. Et donc là, en Inde, ça sera pour découvrir des contrées là aussi peu connues. Et là, en Inde, on aimerait descendre une rivière qui a potentiellement jamais été descendue. Enfin, on sait qu'elle a jamais été descendue, en tout cas en kayak, parce que l'accès est très compliqué. Donc, il faut qu'on trouve des solutions à pas mal d'inconnus déjà pour accéder à cette rivière. Et c'est vrai que pour le coup, c'est la première fois où je vais m'engager dans un projet avec autant d'inconnus, puisque même sur les cartes ou sur les images satellites, en fait, on n'a pas tant d'informations que ça, c'est très flou. Et c'est dans quelle région C'est dans la région du Sikkim. Et donc, finalement, même avec la technologie aujourd'hui, il y a des coins du monde qui nous restent inconnus. Vous me le confirmez, donc vous venez de me le dire. Et c'est ça qui vous donne envie d'y aller? Alors, c'est pas tout à fait inconnu parce qu'on a des récits de 2 expéditions dans les années 30 qui seraient passées par cette vallée, mais pas forcément par la rivière, mais par les flancs de vallée. On n'a pas des informations très précises, donc c'est pas inconnu, ça a déjà été fait. Mais en tout cas, pour nous, c'est inconnu. Stéphane Dugas, effectivement, est-ce que le monde s'est rétréci pour les explorateurs et les exploratrices? Oui, incontestablement, le monde s'est rétréci avec les satellites. Maintenant, on prend son téléphone, on prend un GPS, on a l'impression de tout connaître. J'allais dire que ce n'est pas les zones inconnues, mais c'est les zones méconnues. Et les explorateurs, les exploratrices, c'est les gens qui s'engagent, qui continuent de s'engager malgré en ce moment un principe de précaution, un manque de liberté aussi. Il y a beaucoup de pays qui se sont fermés. La géopolitique du moment est peu encline à tout ça, mais néanmoins, c'est des gens qui, épris de liberté, épris d'engagement, vont dans des zones méconnues et s'engagent et alignent pour moi en fait ce qu'ils ont dans le crâne, le regard qu'ils portent, le cœur, la passion qu'ils mettent dans tout ça et surtout les tripes. Et comment on intègre la Société des explorateurs français? Vous faites passer des examens, vous avez des critères de sélection extrêmement précis? Non, comme Thomas Pesquet, c'est vraiment une société savante. On en parlait dans la coulisse tout à l'heure. J'allais dire tout le monde, non pas tout le monde, mais comme Thomas Pesquet, vous envoyez votre curriculum vitae, votre lettre de motivation et puis 2 lettres de recommandation d'un membre de la Société des explorateurs. Et c'est vraiment
pour moi plus une boîte à outils. Pour beaucoup de gens aussi, c'est un label qui permet d'aller chercher des sponsors, de monter des expéditions. Et puis, on a un panel de gens jeunes, moins jeunes, des gens très connus. Je parlais de Thomas Pesquet. Oui, quand même. On retient le CV, là. Et parmi la Société des explorateurs, il y a des spéléologues complètement inconnus qui font des choses formidables. Il y a des reporters aux talents multiples. Il y a des anthropologues, des ethnologues. Bref, il y a tous ceux qui font de leur vie une exploration et de l'exploration de leur vie et qui sont réunis par ces valeurs communes, je pense, d'engagement, puis aussi, pour ne pas oublier, d'émerveillement, parce qu'on a besoin d'être émerveillé. Et c'est aussi ça qui vous guide, Nouria, cet émerveillement, cette envie d'aller vers l'inconnu, quand même si, vous nous l'avez dit, là, en Inde, vous partez dans un endroit qui a été un peu cartographié, mais c'est quand même l'inconnu. Ouais, là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment l'inconnu. On ne sait pas du tout déjà si on va y arriver à cette rivière. Mais non, c'est l'envie de découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles rivières, aller aussi rencontrer des personnes qui ont des cultures complètement différentes à la nôtre et de s'enrichir de ça et justement aussi d'apprendre. Finalement, le kayak et ces descentes de rivières, c'est un prétexte pour voyager et pour autre chose. Oui, et puis ça permet, j'imagine, comme c'est quand même doux, c'est pas vraiment doux quand on voit dévaler ces rivières, mais ça permet peut-être de s'arrêter, de se poser, de prendre le temps. Par exemple, là, vous vous dites ça va prendre combien de temps? Et après, est-ce que vous allez faire un retour, c'est-à-dire avec des images, des vidéos, des écrits? Alors moi, aujourd'hui, c'est mon métier. Et du coup, j'ai envie parce que je le documente. Donc, il y aura forcément... Il y a souvent des projets de films ou des vidéos. Pas sur tout, mais sur les plus gros projets comme celui-là, c'est le cas. Et après, ouais, c'est sûr que le retour est toujours un peu étrange à la réalité. Mais c'est bien aussi... Je pense que c'est bien d'apprécier de partir et d'être dans l'inconfort et d'aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas pour ensuite revenir vers quelque chose qu'on connaît très bien, qui est confortable. Mais là, par exemple, vous partez 1 mois, 2 mois, vous le savez déjà? Là, ça va être plus d'1 mois. Plus d'1 mois quand même. Est-ce que vous avez des modèles? Alors Stéphane Dugas, vous avez consacré une biographie, un film notamment à Paul-Émile Victor, avec cette citation « J'ai horreur du froid », donc ce qui pouvait paraître paradoxal pour ce grand explorateur. Lui, typiquement, c'est votre modèle? C'est un des modèles. Il est tombé devant mes yeux grâce à ces 2 livres, Boréal et Banquise, quand j'étais sur la banquise. Et j'ai trouvé que le récit de ces expéditions de 1936-1937, d'aller au contact de ceux qu'on appelait les Esquimaux et qu'on appelle aujourd'hui les Inuits, était complètement passionnant. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et j'ai monté depuis une vingtaine d'années plusieurs expéditions, on va dire grands reportages en bateau, à pied, à ski, etc. Et pour aller voir ce qu'étaient devenus ces gens. Et je suis tombé au cœur et au royaume des icebergs. Et je suis tombé en 20 ans avec des changements climatiques important et conséquent, mais j'ai continué de vouloir aussi à la fois m'interroger et m'émerveiller. Effectivement, c'est souvent une des motivations pour ces expéditions, essayer de faire le point sur le réchauffement climatique. Vous connaissez, j'imagine, la fondation Tara qui mène ce type d'expédition. On va embarquer dans la Tara Polar Station avec Karine Henry et Guillaume Gouy. Chantier hors norme, 18 mois de choix et de renoncement, de solutions et d'exploits. La coque en aluminium fait 20 mm d'épaisseur, c'est dense, très dense. Il faut pouvoir résister à la pression de la glace et aux températures extrêmes. 47 km de soudure, plus de 3 km de tuyaux faits sur mesure et au cœur du bateau, un trou, une ouverture sur les abysses. On l'appelle la moon pool et tout s'est construit autour. Ça c'est la mer, si vous plongez ici, à 3 mètres de profondeur, c'est la fin de la coque et on est dans la mer. Et d'ici, avec un câble, on envoie des appareils, des rosettes, on envoie des robots, on envoie des drones, on envoie des plongeurs aussi, pour aller sous la banquise. De part et d'autre, des laboratoires où des chercheurs, des femmes et des hommes venus de 12 pays différents pourront étudier les écosystèmes, comprendre leur évolution et peut-être aussi leur résistance face au changement climatique. L'Arctique se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que la moyenne mondiale. Stéphane Dugas, est-ce que vous constatez, vous, au sein de cette société des explorateurs, que c'est de plus en plus mis en avant, cette volonté d'environnement, de défense de l'environnement? Oui, on a vraiment assisté à un changement de paradigme, j'allais dire, dans les années 2010, où auparavant, on allait faire des explorations qui étaient
assez sportive. C'est très caricatural dans les années 80. 90, c'est des explorations plein de testostérone, plein d'envie et de sport. Et on a vu les choses muter vers des expéditions. Et Tara, on a l'incarnation collective où il n'y a pas un explorateur vedette, mais plein de scientifiques et des passeurs de sciences. Parce que je pense que c'est ça qui fait que l'exploration va être vivace et continuer d'être vivace. Il faut être à la fois avec des vrais chercheurs, des scientifiques, et puis aussi des gens qui savent passer les messages. Et oui, les choses ont changé. Alors ça sert aussi d'alibi à pas mal de petites explorations où on dit oui, je pars pour sauver la planète. Alors soyons raisonnables, soyons modestes. Mais il est vrai que les expéditions de Tara, mais je pourrais prendre plein d'autres exemples, et à ma modeste échelle de constater que les glaciers que Paul-Émile Victor fréquentait à traîneau avaient complètement reculé, qu'ils étaient impraticables 70 ans plus tard. C'était un premier constat. On était en 2007 et en 2007, on ne parlait pas de réchauffement climatique, on commençait. Donc tout ça pour vous dire que l'exploration épouse tous les paradigmes de la science et c'est ça qui est passionnant, c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'elle est encore plus vivace peut-être qu'hier. Qu'on a besoin des explorateurs et des exploratrices. Est-ce que vous, ça vous anime aussi, cette notion d'environnement? Parce que ce n'est pas non plus un hasard d'être avec un kayak, c'est quand même très, pour le coup, très respectueux de l'environnement, des endroits où vous allez. Alors, c'est plutôt respectueux des endroits où on va. Après, pour y aller, on a une empreinte carbone qui n'est pas négligeable, parce que pour aller en Inde, on n'est pas comme justement les explorateurs britanniques qui allaient gravir des montagnes au Népal et qui partaient à vélo depuis l'Angleterre en montant sur un bateau et en pédalant tout du long. Donc je ne me sens pas forcément porte-parole Oui. de ce mouvement-là parce que je n'ai pas du tout envie d'être hypocrite. Après, nous, on a quand même un rôle à jouer dans le sens où vraiment les changements climatiques sur les rivières, on les voit. Par exemple, dans les Alpes, toutes les rivières qui dépendaient de la fonte des glaciers, on se rend compte qu'au mois d'août, en France, s'il n'y a pas de barrage sur des rivières, en fait, il n'y a plus que le Vénéon qui fonctionne et qui coule normalement. Côté italien, il y a la Dora Baltée, mais sinon, en fait, on n'a plus de rivières qui fonctionnent jusqu'à la fin de l'été, comme c'était le cas moi quand j'étais jeune. Et donc, du coup, on voit vraiment des changements. On tombe malade. En tant que kayakiste, on est souvent sujet à des contaminations. D'accord, qui sont liées à l'eau. Donc moi, j'ai attrapé la leptospirose 2 fois en 4 ans. Des choses qu'on voyait peut-être moins avant. Et du coup, c'est aussi important d'en parler et de ne pas forcément montrer toujours que les belles images de rivières, mais aussi, par exemple, les dégâts états de plastique qui viennent s'échouer sur les rochers ou sur les plages quand il y a des crues, des choses comme ça, quoi. Oui, et c'est là aussi que l'explorateur ou l'exploratrice est important, puisque vous nous dites, ça fait le lien et ça peut permettre aussi d'avoir un lien avec le grand public. Et c'est ce que vous faites, vous, avec vos livres et vos documentaires? Oui, parce que je pense que la condition sine qua non aussi aux exploratrices et aux explorateurs, j'ai oublié de l'évoquer, c'est à la fois d'explorer, d'aller sur le terrain, ce que font pas. On peut être aidé par les robots, mais j'allais dire ce que ne fait pas l'intelligence artificielle, et Dieu merci, et d'aller sur le terrain, d'en témoigner, de le raconter à travers des livres, des conférences, des films, et bref, de suggérer un élan, et c'est, je pense, dans le partage, dans l'émerveillement, dans la prise de conscience, que les choses peuvent évoluer, tout en apportant, parce que moi je suis un adepte de l'école de la nuance, pas être binaire, pas être donneur de leçons, mais montrer les choses et montrer que cette planète, elle peut être belle. Et est-ce que vous prenez en compte, on vient de l'évoquer, l'empreinte carbone? C'est vrai que, aller découvrir d'autres terres, mais tout en préservant, c'est-à-dire l'environnement, ne pas prendre l'avion, ça pour vous c'est important? Oui, le paradoxe c'est qu'après le confinement en 2020, j'ai traversé la France à vélo, donc mon empreinte carbone était somme toute quasiment nulle, et en traversant la France à vélo, j'allais voir les gens pour leur parler de liberté et leur parler d'environnement et de nature, et figurez-vous que dans notre beau pays, j'ai eu du mal à converser sur ces sujets-là avec les gens, et j'y allais pas pour les interroger, leur donner une leçon, j'y allais pour savoir ce qu'on faisait, etc. Mais néanmoins, cette aventure m'a permis de le nez au vent en pédalant et en fournissant que la force de mes cuisses et de faire une de mes aventures qui a été la plus formidable et qui était à 2 pas de chez moi. Est-ce que ça permet de rêver aussi? Parce que quand on vous voit dévaler ces rivières, il y a un côté dangereux, il y a un côté assez incroyable. Est-ce que vous pensez que c'est aussi votre rôle, vous, en tant que kayakiste, alors sportive, mais aussi découvreuse d'autres mondes?
Moi, en soi, mon métier, il sert absolument à rien. Ce que je fais, ça consiste à faire des ronds dans l'eau. Et donc, si je peux servir à une seule chose, c'est s'il y a des enfants qui voient des images de kayak, enfin pas celles-là parce que les parents ils refuseraient peut-être de les inscrire au club de kayak, mais quelque chose, c'est progressif, hein, on y va de manière progressive justement pour limiter les risques et de motiver des jeunes à peut-être commencer un sport, à Surtout que c'est voyager, difficile aujourd'hui parce qu'entre toute la technologie, les jeux vidéo, l'intelligence artificielle, est-ce que vous trouvez que c'est plus compliqué aujourd'hui, effectivement? On a quand même des clubs qui fonctionnent bien, des fédérations sportives qui fonctionnent. Et en France, je pense qu'il y a quand même l'opportunité parfois de s'inscrire dans une activité extrascolaire et de commencer comme ça dans un club. C'est pas forcément... En fonction des clubs, il y a des licences qui sont pas très chères. Et voilà, l'appel est lancé pour vous élancer dans l'eau. Il y a beaucoup de jeunes explorateurs, exploratrices dans votre société. Vous voyez que la jeune génération est là? Bien sûr, de plus en plus. Alors après, chez nous, il faut aussi avoir un petit background en mauvais français, donc une expérience pour le confirmer, parce que souvent, on fait un voyage assez 20 ans, voyage de l'extrême, où on est explorateur, on est exploratrice, et puis la vie active vous rattrape. Et chez nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir un continuum entre votre vie jeune et votre vie active, et de montrer que vous êtes quand même toujours dans l'exploration. Et pour compléter ce que tu dis, l'exploration, ce matin, je l'ai vécu alors, je pouvais pas pagayer, il faisait trop froid, mais je suis parti le long du canal de la Rance en Bretagne, et j'ai fait le lever du soleil, j'ai vu des écureuils, j'ai vu des animaux, et l'exploration, elle est en bas de chez soi. Elle est en bas de chez soi. Voilà, vous le savez, vous pouvez vous aussi être des explorateurs et des exploratrices tous les jours. Tous les jours. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation.